La grâce présidentielle accordée aux 46 soldats ivoiriens, la nouvelle est tombée hier soir en direct et en exclusivité dans le 20h de la télévision nationale. Ibrahima Traoré revient ce soir sur le film des événements depuis l'arrestation le 10 juillet 2022 jusqu'au départ pour Abidjan ce samedi 7 janvier 2023. Une formation de qualité, gage de succès des forces armées maliennes, c'est le credo qui s'est fixé les écoles militaires du Mali à l'occasion de la rentrée académique 2022-2023. Nous verrons en détail la cérémonie solennelle avec Aridjou Matina. La ville de Bamako, malheureusement sujet à des constructions anarchiques, effondrements spectaculaires et répétitifs, dégâts matériels importants et pertes en vies humaines. Que dit la loi? Qui voir pour éviter tout ce désagrément? Réponse avec Fademba Keïta. Direction dans cette édition à Ténéni, un village situé à 7 km de Sanville. Dans la localité, la pêche se pratique de génération en génération et la période de poisson, c'est généralement d'octobre à mars où on assiste à une marée humaine de commerçants qui s'approvisionnent de poissons de tout genre à un prix du kilo très abordable. Samedi 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bamako et Abidjan devront en principe repartir sur de bonnes bases. Ce 6 janvier a mis fin à un long épisode de tractation diplomatique pour qu'enfin le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, accorde sa grâce présidentielle aux 46 soldats ivoiriens. Ils ont quitté Bamako cet après-midi, après y avoir foulé pied le 10 juillet 2022. Nous allons voir ensemble au cours de ce journal le film des événements avec Ibrahima Traoré et toujours en rapport donc avec la grâce présidentielle accordée aux 46 soldats ivoiriens. Nous sommes allés recueillir vos avis sur cette action du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Nombreux êtes-vous à saluer enfin ces dénouements et vous encourager surtout l'engagement des autorités maliennes à faire respecter la souveraineté du Mali. Tamser Diabaté, Moussa Tougo. Le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est le même pays et c'est le même peuple. C'est vrai qu'ici, il y a des situations de ce genre, la punition est obligatoire, mais toujours on est obligé d'aller par la grâce parce qu'on a besoin vraiment d'une paix. Je pense que c'est une bonne solution. Nous sommes très fiers. Mais il y a des collègues qui ont voyagé, mais on les a tellement accueillis au Ghana seulement. On dit vous êtes Malien, on vous respecte. Partout où ils ont été respectés. Donc il faut, quelque part, il faut que les gens nous respectent. Nous, on ne peut pas continuer à respecter des gens qui ne veulent pas nous respecter. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même pays. Bon, il ne faut pas que des choses comme ça puissent gâcher totalement la quiétude qui est entre les deux pays. On ne fait que féliciter seulement le président, membre du gouvernement pour leur bonne initiative. Tout est bien qui finit bien, dira-t-on. Nos autorités ont eu la bonne idée d'y réserver un traitement judiciaire, faute de quoi on n'aurait jamais pu envisager une grâce aujourd'hui. Et pourtant, il fallait que justice se fasse. Et justice s'est faite et le président de la transition est dans son rôle, dans ses prérogatives, de leur faire grâce. Parce que dans tous les cas de figure, nous sommes condamnés à nous entendre, que ce soit sur le plan économique ou tout autre. Nous sommes condamnés à nous entendre. C'est une bonne chose que cette libération est faite et que c'est dans le cadre de bon voisinage, vu les relations qui sont entre nos deux peuples, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et je trouve que c'est bien. Nous avons toujours été sous tutelle, je dirais sous tutelle, mais cette fois-ci avec ces jeunes qui sont au pouvoir, et ce pouvoir aussi est soutenu par le peuple. Donc cette souveraineté, nous sommes fiers de cela, de tout ce qui se passe comme ça, et même de la gestion du pays. Je pense que c'est une très bonne décision du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, un grand patriote que nous devons tous aider et l'accompagner dans toutes ces décisions qui engagent le Mali. Parce qu'avec lui, le Mali a retrouvé la plénitude de sa souveraineté nationale. Et cette décision
confirme une fois de plus que le président de la transition est un homme de paix. Toutes les décisions que ces autorités prennent sont des décisions réfléchies et mûries. Et l'histoire nous montre toujours qu'ils ont eu toujours raison. Compte tenu des relations séculaires entre les deux pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup la décision du président parce que déjà, leur détention jouait un peu sur nos liens amicaux et fraternels avec la Côte d'Ivoire qui, depuis, nous sommes des frères, des amis. Donc, je trouve l'idée superbe. Je suis fière, plus que fière, je suis trop fière d'être malienne, de porter le sang malien dans mes veines en fait. C'est une fierté pour moi parce que déjà, le Mali a su prendre sa souveraineté, son intégrité en main et dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Je trouve la décision du président noble. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays frères au fait. Le fait qu'il a gracié ces chances-là prouve sa volonté d'apporter la paix et de consolider les liens entre ces deux pays. Grâce au président Assimi Goïta, aujourd'hui je peux me taper la poitrine pour dire que je suis fière d'être malienne et d'être fille de ce pays, de ce grand Maliba. Je pense que c'est une très bonne chose. Et disons que ça fait vraiment beaucoup de mois que nous attendions cette décision parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des États frères et nous avons tous des parents en Côte d'Ivoire, nous avons tous des frères qui sont là-bas et nous ne voudrons pas que les tensions soient vraiment tendues entre ces deux pays. Et nous sommes très honorés qu'il ait compris les choses comme ça. Je suis plus que fier parce que, enfin, on a comme l'impression que les choses se sont passées exactement comme nous souhaiterions qu'elles se passent. Et cela donne un sentiment, n'est-ce pas, de souveraineté pour nous tous. Et on est très fiers de se sentir ainsi. Non seulement il y a eu la situation des 46 soldats ivoiriens, ça fait très longtemps, nous attendions de se sentir aussi bien, de savoir que nous avons des personnes qui, lorsqu'elles disent que c'est A, c'est A. Voyons ensemble maintenant le film des événements depuis l'arrestation des soldats ivoiriens jusqu'à ce samedi 7 janvier 2023. Leur départ après la grâce présidentielle, c'est avec Ibrahima Traoré. Épilogue d'un feuilleton diplomatique et judiciaire qui aura duré 6 mois. Ce samedi, les 46 soldats ivoiriens ont quitté Bamako après leur libération suite à la grâce présidentielle. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. À leur départ, le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bamako ne cache pas sa satisfaction. Au nom des autorités de son pays, il remercie les autorités de la transition malienne. Les remerciements aux autorités de transition du Mali qui, en dépit des différends qui nous ont opposés, ont pu faire montre des liens de fraternité qui existent entre nos deux républiques sœurs. Donc, juste dire merci que notre voisinage et la fraternité continuent comme il avait été depuis longtemps. Tout commence le 10 juillet 2022. Entre 11h et 13h, 2 avions en provenance de Côte d'Ivoire atterrissent à Bamako. À bord, 49 militaires ivoiriens avec leur armement et munitions de guerre. Un contrôle de routine établit très vite qu'ils sont illégalement sur le territoire national. Ils sont aussitôt interpellés en attendant d'amples informations auprès des autorités ivoiriennes et de la MINUSMA. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Après analyse des faits, ces soldats sont qualifiés de mercenaires et mis à la disposition de la justice. Ils sont accusés de crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, entre autres. Parallèlement, l'affaire prend une tournure politique et diplomatique. Bamako et Abidjan acceptent la médiation du président togolais Faure Gnassingbé. Le début des négociations aboutit à la libération des 3 femmes du groupe le 3 septembre 2022.
un geste à titre humanitaire selon les autorités de la transition qui restent ouvertes au dialogue pour un dénouement heureux. Le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49. Et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Le président ivoirien saisit ensuite la CEDEAO, réunie à New York. Umaru Sissoko Embalo, son président en exercice, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, menacent Bamako de sanctions sans succès. Dans la foulée, la médiation togolaise multiplie les déplacements entre Bamako et Abidjan. Les présidents Assimi Goïta et Alassane Ouattara se parlent au téléphone selon des sources diplomatiques. En plus de ces tractations, certains chefs d'État effectuent le déplacement dans la capitale malienne pour écouter les autorités maliennes et mieux comprendre cette affaire. D'abord Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine le 15 août 2022. Ensuite, c'est la CEDEAO qui dépêche à Bamako le 29 septembre une forte délégation conduite par les présidents Adama Barrow de la Gambie et Nana Addo Akufo du Ghana. Le président Goïta s'est entretenu également sur le même dossier avec colonel Mamadi Doumbouya, président de Guinée, et Julius Madambio, président sierra-léonais. Le 22 décembre 2022, la tension commence à baisser avec la signature d'un mémorandum entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est en vue de la libération des 46 soldats et du renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires. Les 29 et 30 décembre, les soldats ivoiriens sont jugés. 46 sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Les 3 femmes écopent de la peine de mort par contumace. Une semaine après, le 6 janvier 2023, le président de la transition gracie les 49 militaires ivoiriens. Le porte-parole du gouvernement salue la médiation togolaise et s'indigne face à l'attitude de certains responsables contre le Mali sur cette affaire. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Le
le Mali souverain. Un dossier signé Ibrahima Traoré. Suite à la grâce accordée par le président de la transition aux 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne, des communiqués sont parvenus à notre rédaction. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, le Parti citoyen pour le renouveau PCR et l'Union pour la République et la démocratie URD, tous saluent le dénouement heureux et invitent les partis maliennes et ivoiriennes à travailler au renforcement des liens fraternels et séculaires de coopération qui unissent nos deux peuples. Une formation de qualité, gage de succès des forces armées maliennes. C'est le credo qui s'est fixé les écoles militaires du Mali à l'occasion de la rentrée académique 2022-2023. La cérémonie solennelle a été l'occasion pour la hiérarchie militaire de décliner aux responsables et aux stagiaires de l'école la vision des autorités pour la nouvelle année. Les détails, c'est avec Aridjou Matina. Les écoles militaires du Mali ouvrent leurs portes au compte de la rentrée académique 2022-2023. Cette rentrée solennelle, une des activités majeures de la direction des écoles militaires, permet à la hiérarchie de donner les grandes orientations ainsi que les attentes à l'école afin d'atteindre les objectifs fixés. La formation et l'entraînement, qui sont la mission première de notre centre, restent la condition sine qua non de réussite de nos troupes sur le théâtre des opérations. Dans cette période difficile pour notre pays, le centre a adapté ses formations aux réalités du théâtre des opérations afin que les hommes et les femmes qui sont déployés puissent faire face aux attaques barbares menées par les ennemis de la paix. Quant aux stagiaires de l'école d'état-major national de Koulokourou, de l'école militaire d'administration et les élèves officiers de l'EMIA, il vous appartient, par votre sens élevé du devoir, de prouver que le choix porté sur vous n'a pas été gratuit. Le travail et la discipline doivent être votre devise cette année 2023. Tout comme l'année dernière où d'excellents résultats ont été enregistrés, les responsables de l'école nourrissent cette même ambition au titre de l'année académique 2023. C'est l'occasion pour le directeur des écoles militaires de donner les grandes orientations qui sont issues de la directive interarmée de préparation opérationnelle et des instructions des plus hautes autorités pour l'atteinte des objectifs scolaires qui sont fixés. Ce que je demanderais aux commandants écoles, aux cadres des écoles, c'est de continuer à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et pour rappel, l'année dernière a été une année particulièrement faste pour les écoles militaires, avec des résultats plus qu'honorables pour l'ensemble des écoles. Cette rentrée académique solennelle marque le couronnement de plusieurs années de réformes entreprises par le commandement afin de contribuer à la montée en puissance des FAMA. Sur un tout autre plan, ouverture ce samedi des travaux de la 15e Assemblée consulaire du Conseil national des transporteurs routiers du Mali, CMTR. À l'ordre du jour, la présentation et l'adoption du rapport d'exécution du budget de l'exercice 2022 et l'adoption du projet de budget de 2023. Mamadou Fane nous précise que cette session se tient au moment où le CMTR s'apprête à relever de nouveaux défis, notamment le renforcement du ravitaillement du pays et le transport des citoyens. Pays continental, le secteur du transport constitue un des poumons de l'économie malienne. Les différentes crises que notre pays a connues n'ont pas empêché aux transporteurs routiers d'approvisionner correctement les populations malgré plusieurs obstacles. C'est fort de cette contribution des routiers à la stabilisation sociale du Mali que se tient cette 15e Assemblée consulaire du Conseil national des transporteurs routiers, CMTR. Nous avons procédé tout au long de notre mandature à parfaire et le fonctionnement de notre établissement professionnel, la mise à jour et l'approbation de l'index d'évaluation périodique des tarifs de transport routier suite aux récentes augmentations du prix à la pompe des produits pétroliers, le fonctionnement de nos organes à travers la tenue régulière des sessions annuelles de l'Assemblée consulaire et des réunions mensuelles des bureaux nationaux, ainsi que les bureaux des délégations régionales. L'acquisition sur fonds propres d'un siège national, l'organisation des négociations avec les syndicats pour circonscrire au mouvement d'humeur pouvant porter un coup sévère aux activités d'approvisionnement de notre pays
en produits de tout genre. La tenue de cette assemblée, qui est la dernière session de la mandature 2018-2023, offre ainsi l'occasion au gouvernement de saluer le rôle joué par les transporteurs routiers face aux multiples sanctions que le Mali a connues, tout en les appelant à un sens de responsabilité. Vous avez contribué à préserver l'honneur et la dignité de notre pays pendant les dures épreuves de l'année 2022. J'ai saisi l'opportunité pour signaler la réactivation imminente du Conseil national des transports publics, CNTRAP. Dorénavant, la fixation des tarifs de transport s'effectuera dans ce cadre de concertation qui est à même de recueillir l'assentiment des parties prenantes en tant qu'il assure la participation de tous les acteurs du transport routier au processus de prise de décision. Prennent part à cette 15e assemblée consulaire les délégués venus de toutes les régions du Mali. Une rencontre qui servira de cadre au CMTR de mieux réorienter ses actions dans la dernière année de la mandature. Je vous amène au marché à friperie, communément appelé en bambara yugu yugu. Les friperies sont très prisées en cette période de froid. La rédaction a bien voulu savoir d'où viennent tous ces vêtements, ces matelas, chaussures et autres qui inondent nos marchés. On a voulu également comprendre si toutefois ces yugu yugu ne sont pas source de maladies infectieuses comme la gale ou la mycose. Si oui, il est conseillé de faire extrêmement attention et observer en la matière certaines mesures d'hygiène avant l'utilisation. Bokari Koulibaly. Communément appelées yugu yugu, elles sont composées de plusieurs articles. On peut citer entre autres les jaquettes, les pulls, les pantalons jeans, les blousons, les chaussettes ou encore les chaussures. Des articles prisés par les Bamakois du fait de leur coût peu élevé et de leurs avantages, surtout en cette période de fraîcheur. Il fait actuellement froid et l'un des moyens pour prévenir les maladies respiratoires est le port de ces habits chauds. En plus de leur qualité, les fripes sont moins chères. Elles sont cédées à 300 francs ou 500 francs. Tout le monde peut y trouver son compte. J'ai acheté ces manteaux à 3000 francs et cela fait 3 ans que je le porte. Au dire des commerçants, le marché n'est pas au rendez-vous comme à l'accoutumée, une situation qui inquiète plus d'un. Avec les vues chères là, cette année-là, ça ne marche pas. Il n'y a vraiment pas de marché actuellement. En période de froid comme de chaleur, les flux marchent bien généralement. Mais pour cette année, ce n'est pas le cas. Provenant essentiellement de l'étranger dans des conditions parfois méconnues, le port de la friperie pourrait provoquer des maladies comme la mycose, la gale ou même les allergies au dire des spécialistes de la santé. Non seulement on ne connaît pas le conditionnement de ces habits, l'origine. Donc si jamais ces habits qui sont déjà utilisés par une personne malade et qui a déjà une maladie infectieuse, la personne qui va porter secondairement peut se faire contaminer. En plus de ces contaminations, on peut avoir des allergies cutanées. Il peut s'agir d'infections fongiques, communément appelées une mycose. Et secondairement, on peut avoir d'autres germes, comme la gale. Des allégations que les commerçants et utilisateurs rejettent catégoriquement. Il y en a qui n'ont jamais été utilisés. Après achat des fruits, nous les lavons et les blanchissons afin de tuer les microbes. La friperie ne nous a jamais causé de tort. Pourtant, nous sommes permanemment en contact avec. Donc, nous ne croyons pas à ces propos. Ni mes enfants, ni une connaissance n'a contracté une maladie suite au port de la friperie. Cependant, des mesures d'hygiène s'imposent afin de prévenir d'éventuels cas d'infection liés au yugu yugu. Il faut les désinfecter, si possible, les laver avec de l'eau chaude, avec de l'eau javelisée, les blanchir, surtout bien les repasser avant de les utiliser. Comme ça peut minimiser. Certes, ces articles importés sont d'une importance capitale au vu des réalités économiques de la population malienne. Il faut alors privilégier, si possible, le port des habits non utilisés pour éviter tout risque d'infection lié au yugu yugu.
Et cette interrogation, savez-vous qu'il est obligatoire, voire impératif, de suivre un circuit et de respecter des normes avant toute construction d'infrastructures? Sinon, vous êtes désormais informés parce que ça doit être le cas. Bamako est malheureusement sujet à ces constructions anarchiques qui se font à longueur de journée. Pour preuve, on assiste à des effondrements spectaculaires et de façon répétitive, comme s'il n'existait pas de sanctions à la matière. Et ces éboulements ne causent pas seulement des dégâts matériels importants, mais des pertes en vies humaines. Qu'est dit la loi qui voir pour éviter tout ce désagrément et sauver surtout des vies humaines? Réponse dans ce dossier signé Fademba Keïta. Courant 2021-2022, plus d'une vingtaine de maisons se sont effondrées rien qu'à Bamako au dire des spécialistes de l'habitat. Avant toute chose, l'expertise du terrain ou du bâtiment anarchiquement construit par les spécialistes s'impose. Donc quand vous allez construire quelque chose, il faut savoir quelles sont les caractéristiques de cet élément, est-ce qu'il peut supporter, est-ce qu'il ne peut pas supporter, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse supporter votre ouvrage. Pour ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, ça c'est maintenant les matériaux qui rentrent en construction. Vous avez, on va dire le béton d'une manière générale, mais le béton est composé de quoi? Vous avez du sable, du gravier, du ciment. Et encore, on va aller plus loin encore, du fer. Mais il y a des gens aussi qui sont spécialisés dans les structures, armatures, comment armer tout ça. Nous avons des appareils sur lesquels nous testons ces matériaux. Par exemple, si vous voyez ces blocs de béton que vous voyez ici, c'est des gens qui ont fait des chantiers où on a fait des prélèvements. Ils sont destinés à être écrasés pour avoir leur résistance à la compression. Pour pallier ce phénomène désastreux, l'État a créé des structures compétentes pilotées par des professionnels du domaine pour que vous ayez des documents administratifs légaux, mais aussi des bâtiments construits dans les normes requises. Quand on veut construire aussi un bâtiment, on doit passer obligatoirement par un architecte. C'est de sécuriser l'investissement de ses partenaires. Il a pour rôle de lui concevoir un édifice et d'assurer la direction des travaux. Quand je dis direction des travaux, comprenez par là que les travaux sont exécutés par une équipe dont l'architecte dirige. Il fait les plans, après il soumet ce dossier à l'autorisation de construire au niveau des services techniques de l'État. À l'issue de l'obtention de ce permis de construire, une équipe est mise sur place pour exécuter. Après élaboration des plans d'exécution fait aussi par un ingénieur conseil. Il est dit que tout individu qui doit réaliser en République du Mali, que ce soit un particulier ou bien même l'État, doit d'abord avoir une autorisation de construire. C'est le préalable d'abord avant de construire. Des brigades constituées interpellent au quotidien tous ceux qui construisent sans autorisation et ceux dont les maisons se sont effondrées suite au non-respect des normes et processus d'exécution des travaux sans ingénieur conseil ou en génie civil. Nous, on est venu ici, on a remis une première convocation, une deuxième à peu près. J'ai remis plus de 8 à 10 convocations au propriétaire. Je lui ai demandé d'arrêter les travaux, il a refusé. Donc, lorsqu'il avait commencé à faire la fondation, je suis venu, j'ai fait un premier PV. Je suis parti, j'ai convoqué le propriétaire de la parcelle, celui qui lui a vendu la parcelle, je l'ai convoqué à la police. Récemment encore, on est venu arrêter les travaux. Lorsqu'il a commencé à remblayer le nid du marigot. Mais vous n'avez pas adressé des PV à la justice? On a adressé 2 PV au tribunal de la commune 5. Et pourtant, beaucoup de recueils de textes en la matière sont élaborés et disponibles. Quel qu'en soit l'usage de ce que vous voulez faire de cette construction, vous devez nécessairement vous munir d'une autorisation avant de faire quoi que ce soit. Leur première tâche, c'est de vérifier réellement si ce document existe sur le chantier. Au cas où ceci n'est pas fait, nous délivrons maintenant une convocation au chantier de se présenter avec toute la documentation qu'il dispose, afin qu'on puisse procéder à la vérification de la réglementation. Pour avoir une autorisation de construire, un circuit est à suivre. Et le processus d'autorisation de construire est très simple et c'est bien détaillé dans le décret. L'usager fait une demande adressée au maire et le maire, dans l'instruction du dossier, le transmet à notre service qui, en relation avec les autres services techniques en charge de la construction, instruisent le dossier et émettent un avis au maire. Dans les cas où c'est favorable, le maire octroie l'autorisation, c'est défavorable, un rejet est fait du dossier. Ceux qui refusent de prendre ces autorisations de construire
s'exposent à des sanctions prévues par la réglementation. Les services judiciaires, notamment ceux chargés des contentieux et les tribunaux, ont pour mission de valoriser le travail de l'urbanisme et d'infliger la correction qu'il faut à ceux-là qui mettent en danger la vie des occupants des maisons anarchiquement construites. Nous recevons pratiquement longueur de journée des PV auxquels nous donnons des suites à travers les textes de l'urbanisme. Donc, quand nous les recevons, il y a plusieurs possibilités selon les textes, comme je dis. Soit, si c'est un lotissement dans lequel le contrevenant réalise une construction sans permis de construire, nous renvoyons la personne suivant la loi de 2017 et également le décret d'application en son article 30. La personne, on la renvoie devant la direction de l'urbanisme pour payer la pénalité. Et la personne paye la pénalité, mais arrête le chantier jusqu'à l'obtention du permis de construire. Mais quand elle ne paye pas ça et qu'elle s'entête de construire, c'est là où on poursuit. On poursuit, on renvoie devant le tribunal correctionnel. Le contrevenant sera jugé et des condamnations vont sortir. Ça peut aller à des années de prison. Méconnaissance pour certains, mais entêtement pour d'autres. Une ville attrayante est celle bâtie selon les normes architecturales. Prenez à présent vos cannes à pêche ou filets. Nous partons à la pêche, précisément à Ténéni, un village situé à 7 km de Sanville. Dans la localité, la pêche, c'est une histoire de famille. Elle se pratique de génération en génération et la période de poisson, c'est généralement d'octobre à mars où on assiste à une marée humaine de commerçants qui s'approvisionnent d'abord à Ténéni ou encore à Bélitien et Scienceau, des zones avoisinantes. Et tenez-vous bien, le kilo des gros poissons est cédé à 750 francs CFA dans ces zones. De quoi faire de bonnes affaires dans la ville de San. Notre équipe de reportage basée à San est dirigée par Drissa Koné. Suivons ensemble. Difficile de parler d'actualité à San en cette période sans aborder l'abondance du poisson sur les marchés. C'est la saison qui s'étend d'octobre à mars. Bon, pour cette période de pêche, je pense qu'on peut avoir plus d'une cinquantaine d'espèces qu'on peut trouver dans le fleuve ici. Principalement, on peut avoir les tilapia, communément appelés ntebe. Il y a également le sulure, qu'on appelle communément appelé manoko. Il y a également le brucinus Ténéni, qui est beaucoup apprécié là où nous sommes actuellement. Les femmes constituent le fer de lance dans cette activité. Elles ont érigé un marché aux poissons le long du mur de la mairie de la commune urbaine de San. Dès la saison des poissons, les vendeuses occupent ces lieux tous les jours. Souvent, il n'y a pas de passage tellement c'est bondé. Chaque matin, de nombreux acheteurs passent par là. Des commerçants viennent de Koutiala, Sigasso, voire même Bamako, pour s'approvisionner ici en poissons frais. Certains vont dans les foires environnantes. En ce moment-là, le poisson est sorti en vrac et que ça coûte moins cher. Le poisson, le kilo, les 2 kilos font 1150, des fois 1000 francs. Le Ténéni. Le gros poisson quand même, c'est 1500 le kilo. Moi j'ai acheté les 2 kilos à 3000 francs. Ça, 1500 francs le kilo. Mais cette année, on peut dire que encore par rapport à l'année dernière, que c'est mieux. Ces poissons très consommés de nos jours par la population proviennent de plusieurs localités dans le village de Ténéni où nous nous sommes rendus. Situé à 7 km de San, l'animation actuellement à Ténéni se résume aux poissons. C'est la coopérative, c'est tous les villages. Après la pêche, donc on encaisse l'argent d'abord. Donc après la pêche, donc nous allons faire compte au chef du village et après toute la population de Ténéni. Donc l'argent qu'on a eu, donc on fait déclarer qu'on a eu cette somme. Donc on met l'argent dans la caisse. On vend les poissons ici moins chers. Bon, les poissons les plus gros, 750. Les moyennes, comme le Ténéni,
Et puis les poissons des petites calculées là, on vend ça là en panier. Donc on vend les paniers à 1500, donc 12 kilos, donc on vend les kilos à 125 francs. Les sous encaissés par la coopérative servent à résoudre tous les problèmes qui se posent au village. Mieux, cet argent a été d'un apport substantiel dans la construction du centre de santé de la commune rurale de Ténéni qui a coûté près de 125 millions de francs CFA. Effectivement, à travers cette pêcherie, et l'année passée, les villages de Ténéni, à travers les ressortissants également de Ténéni, ont pu réaliser au moins cette infrastructure qui est la contribution du CESCOM de Ténéni. Si les hommes ont les pieds dans l'eau pour capturer les poissons et renflouer la caisse du village, au même moment, les femmes de Ténéni sont devant les fours jour et nuit pour fumer les poissons. Un moment de dense activité et d'autonomisation pour celles-ci. Dans cette bourgade, toutes les cours sont en mode fournaise. Il y a le fumoir dans toutes les familles de Tinani. Il n'y a que le travail des poissons actuellement. Cette activité peut nous occuper pendant 3, 4, 5 mois. Nous partons dans les foires environnantes les vendredis, samedis, dimanches et les lundis. Nous nous rendons au marché des Saints. D'ailleurs, l'apport de ces braves dames dans les dépenses familiales est irréfutable au dire des hommes. Ce travail permet aux femmes du village de se prendre en charge et de nous aider dans la prise en charge des frais de scolarisation et des soins de santé des enfants. C'est pour cela que le poisson est cédé aux femmes du village à un prix différent de celui des commerçants revendeurs. Nous achetons les gros poissons avec nos hommes à 400 francs CFA le kilogramme. Après fumage, nous le revendons à 2000 ou 2500 francs CFA. Certains de nos clients quittent Bamako, Ségou, Koutiala, Kouri et Burkina Faso. Cette activité pratiquée de façon artisanale par les femmes de Ténéni mérite toute l'attention des plus hautes autorités maliennes. Sa structuration ne va-t-elle pas servir à ravitailler une bonne partie du pays en poissons fumés pendant la période de vaches maigres? Sans pouvoir vous donner une estimation, tout porte à croire que des dizaines de tonnes de poissons sont exportées chaque année par les femmes de Ténéni. Le Mali fort de ses ressources naturelles. Ténéni, bravo. Sur un tout autre sujet, bientôt 3 nouvelles salles multifonctionnelles pour faciliter l'insertion socio-économique des femmes des camps de Gao. Les travaux et l'équipement coûteront environ 60 millions de francs CFA. C'est le directeur général du service social des armées qui a procédé à la pose de la première pierre du bâtiment. C'était au camp Firoun Ag à l'instar de Gao. Agali Ag Agissa, Alassane Amadou. Correspondance. C'est un bâtiment composé de 3 salles de formation, un magasin et 3 latrines qui poussera des terres du camp Firoun Agil Ansar dans 90 jours. Le centre multifonctionnel servira de cadre de formation et d'insertion socio-économique des femmes et veuves de militaires. Les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur ont démontré leur engagement et leur patriotisme pour la cause des femmes. C'est là, à travers leur contribution lors du Téléthon. L'argent collecté lors de ce Téléthon devrait servir le financement pour la construction de 3 centres multifonctionnels dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. La construction du centre et son équipement coûteront environ 60 millions de francs CFA. Cette première phase, qui concerne la réalisation de l'édifice, est rendue possible grâce à l'appui de certains partenaires comme la coordination des femmes solidaires du Mali et la Forçat civile. On a aidé le service social des armées à organiser un téléthon, toujours en partenariat avec le RTM, bien évidemment. Donc les fonds récoltés ont servi à construire des centres multifonctionnels. La présidente n'est pas venue main vide à Gao. Elle a remis au nom de la coordination des femmes solidaires du Mali une enveloppe d'1 million aux présidentes des femmes du camp et des veuves militaires de la région de Gao. Un geste qui n'est peut-être que salué par les autorités militaires. Ce centre permet de renforcer les capacités de nos femmes pour faciliter leur réinsertion sociale. Et cela permet de renforcer les sources de revenus de nos familles, de contribuer significativement
à la montée en puissance des forces armées. Une promenade sur le sentier avec des explications et des mises au point ont mis fin à la cérémonie qui a enregistré, en plus des chefs militaires, la présence du directeur de cabinet du gouverneur Agali Aginamoudi Yatara. Le mouvement Ambicor poursuit ses œuvres humanitaires. Il a remis 36 feux tricolores à la mairie de Caille, des draps et des moustiquaires à l'hôpital régional Fousseini Dao et inauguré un centre multifonctionnel. Moriba Keïta nous en dit plus. Après hivernage tour qui consistait à curer les caniveaux et à nettoyer les quartiers de la cité des Rails, le mouvement politique et citoyen Ambicor vient de doter la commune urbaine de Caille de 36 feux tricolores. Après cet exercice de remise de feux tricolores, la présidente du mouvement Ambicor, Batoulignan, a inauguré le centre multifonctionnel des femmes de liberté et a offert des draps de lit et des moustiquaires à l'hôpital Fousseini Dao de Caille. C'est un réel plaisir de recevoir ces feux tricolores aujourd'hui qui vont à coup sur améliorer l'exploitation sécurisante des voies ouvertes à la circulation publique. Quand tu aides une femme, c'est toute une famille que tu as aidée. Ce centre multifonctionnel nous sera d'une grande utilité. Si on pouvait en avoir d'autres, ce serait avec plaisir, pour que nous puissions être autonomes. Ces remises de dons du mouvement Ambicor s'inscrivent dans le cadre de la solidarité et de la réduction du taux d'accident de la route. Depuis la création du mouvement Ambicor, notre présidente Fatmata Batoulignan, elle fait des dons partout au Mali. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Caille. On a créé ce centre de formation afin de les aider à se former, à faire les savons, les pâtes d'arachide, l'agroalimentaire. Après la formation, ça serait un lieu de travail. Au nom du gouverneur de la région de Caille, le conseiller à la sécurité militaire et à la protection civile, lieutenant-colonel Adaman Bamba, a félicité et remercié la présidente Batoulignan pour sa participation indéfectible dans le développement de la région de Caille. Ce qui nous amène directement à faire le point Covid de ce jour, 7 janvier 2023. 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès. Une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Yanniatou, merci. Comment vous allez? Je me porte à merveille. Bien, merci. Nous allons commencer avec les préparatifs du CHAN Algérie 2023. Les aigles locaux du Mali sont en stage à Sousse, en Tunisie. Oui, arrivé mercredi à Sousse en terre tunisienne, après avoir reçu le drapeau national, les aigles locaux du Mali sont dans toutes les conditions. Ils intensifient leur phase de préparation avec des séances d'entraînement alternées par des ateliers courses et légères oppositions. Ce samedi après-midi a eu lieu la dernière mise en place tactique sous l'œil vigilant du sélectionneur Nouhouma Diané et de son staff. À Sousse, le Mali disputera 3 matchs amicaux. Le premier dès demain dimanche contre l'Ouganda à 15h. Le second le 10 janvier face à la RD Congo. Et le troisième, le 13 janvier, contre l'Espoir sportif de Haman Sousse, un club de première division. Le départ sur Oran en Algérie est prévu le 14 janvier. Et nous allons parler à présent de foot féminin. Après 4 journées, les Cadors assurent. Oui, les Spélions de Hamdallah, l'AS Real, l'AS Mandé de la commune 4 ont fait respecter leur hiérarchie. L'AS Mandé cartonne l'entente sportive Sirakoro Megetana 9 buts à 0. L'AS Real punit les Tigresses de Caille 8 buts à 0. Les Spélions gagnent, elles, par le strict minimum 1-0. Dans la poule A, après 4 journées, les Spélions et l'AS Real sont en tête avec 12 points et 10. Dans la poule B, l'AS Mandé et l'ISFAS ont 12 points chacune, mais l'AS Mandé a plus 32 au goal average. Du basketball, à présent, le bureau fédéral élu à la faveur du 19e Conseil national électif
a pris fonction, c'était au siège de la dite structure. Oui, le président élu, maître Jean-Claude Sidibé et son bureau composé de 15 membres ont été installés officiellement hier. Le bureau sortant prenant acte de l'élection de maître Jean-Claude Sidibé à la tête de la Fédération malienne de basketball lui donne carte blanche dans l'exercice de son mandat de 4 ans. De vastes sentiers de développement attendent le bureau fédéral. Oui, maître Jean-Claude Sidibé, félicitations à lui, il connaît le basket. Alors, Silagatou, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous le sport de l'esprit? Non. Vous ne connaissez pas? C'est la lecture, Silagatou. Ah, nous allons parler du nouvel ouvrage, vous allez rester avec moi, qui est désormais dans les kiosques. Il est intitulé « Le retour au Bercail », écrit par l'élève ingénieur Barthélemy Tunkara. Le retour au Bercail retrace l'histoire d'un jeune étudiant malien qui retourne dans son village natal après de longues années passées à l'étranger pour les études. Retrouvons Fousseini Tunkara. C'est lui, Barthélemy Tunkara. Le livre Retour au Bercail est sa toute première parution. Dans cet essai, il met en évidence l'histoire d'un jeune étudiant malien de retour dans son village natal après de longues années d'études à l'étranger. À son arrivée, il va trouver que son amoureuse ou sa bien-aimée s'est mariée et a eu 3 enfants. Du coup, se sentant trahi, il va essayer de renoncer à cette demoiselle. Il va rencontrer une autre amoureuse, mais cette histoire aussi va tourner au vinaigre. Donc voilà, dans ce livre, j'essaie de balayer un peu les faits sociétaux, les faits de la jeune génération, tout en parlant d'amour, tout en l'amplifiant avec de l'amour. L'ancien lauréat du concours d'excellence de 2018, aujourd'hui élève ingénieur à Bordeaux, spécialité production agroalimentaire, séduit plus d'un par son style. Vraiment, c'est un sentiment réconfortable qui me lie aujourd'hui, parce que je vous avoue, ça n'a pas donné à tous les enfants aujourd'hui de penser à écrire. Il est très courageux, comme je l'ai dit, il est persévérant et il est très sérieux, franchement. Et il a une très belle plume. Le livre Retour au Bercail est désormais disponible dans les kiosques, contient une quinzaine de chapitres. Dans le premier, on peut lire « Tout commença quelques jours avant, après les années lancinantes de dur labeur et de mal du pays. Voici enfin arrivé le moment tant attendu. » Le retour au Bercail. Alors, vous allez le chercher, le livre, ou pas? En tout cas, il y a une chose sûre, avec les livres, on s'ouvre au monde. Voilà. Merci, Silagatou. Donc, on se donne rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. À suivre ce soir, après ce journal, un magazine sur la célébration des 30 ans de la radio régionale ORTM de Caille. Un magazine réalisé par notre bureau régional de Caille, dirigé par Kansoutou Kanouté. Grand merci à nos téléspectateurs de Toronto, Ottawa et de Montréal. C'est au Canada. Bonne soirée à vous tous et je vous retrouve demain 20h sur ORTM1, j'espère. Bonsoir à tous.